Chers Vendéennes, chers Vendéens, je suis très heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui à la médiathèque pour introduire la grande cause vendéenne 2024. Le sujet que nous avons choisi cette année, c'est le sujet de l'autisme. Pourquoi l'autisme? Parce qu'aujourd'hui, près de 700 000 Français sont touchés par ce qu'on appelle le TSA, le trouble du spectre autistique, et que cela concerne près de 100 000 personnes de moins de 20 ans. Donc c'est un sujet forcément qui nous préoccupe à Vanves, et c'est pourquoi nous avons choisi ce sujet pour 2024. Comme chaque année, la grande cause vendéenne, c'est deux objectifs principaux. Le premier, c'est se rapprocher de l'ensemble des acteurs qui agissent sur un sujet donné, donc en l'occurrence le sujet de l'autisme, pour améliorer la prise en charge et pour appuyer les familles, les aidants, les personnes qui sont particulièrement touchées dans leur quotidien par cette thématique. Donc le deuxième objectif, c'est de faire de la pédagogie autour de cette thématique à l'échelle du plus grand public, et donc cela va se formaliser à travers des conférences, à travers de nombreuses actions qui seront menées avec les services municipaux. Aujourd'hui, on constate que le TSA, souvent les personnes victimes de TSA souffrent de préjugés, d'idées reçues, et donc c'est vraiment notre objectif avec cette grande cause aussi, que vous puissiez mieux appréhender ce trouble si vous y êtes confronté, que ce soit dans vos proches, auprès de vos familles, auprès d'amis, et que vous puissiez avoir une idée très précise de ce que cela implique. Pour poursuivre cette vidéo, je souhaiterais introduire deux personnes qui vont échanger sur la thématique de l'autisme. Ma collègue Fabienne Rouleau, qui est conseillère municipale chargée de la santé publique, et qui reçoit Madame Rubik, qui est psychologue à Vanves, chargée des enfants et des adolescents, et qui va vous parler davantage de la thématique de l'autisme. Anna Rubik, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions dans le cadre de la grande cause vendéenne consacrée à l'autisme, et également cette journée spéciale puisqu'il s'agit aujourd'hui de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Vous êtes psychologue du développement et vous avez comme spécialité de recevoir des enfants et des adolescents qui ont potentiellement une suspicion d'autisme. Tout à fait. Voilà, c'est à ce titre, merci que vous avez accepté de nous éclairer un petit peu plus sur ce sujet complexe. Merci à vous. Première question, c'est une question de terminologie. On entend parler d'autisme, parfois d'autisme de haut niveau, de troubles du spectre autistique, c'est compliqué. On est un peu perdu. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu dans cette terminologie ? On parle effectivement aujourd'hui de troubles du spectre autistique qui englobe finalement beaucoup de personnes différentes, mais toutes les personnes avec autisme font partie entre guillemets de cette famille des troubles du spectre autistique. Et on parle en effet parfois d'autisme de haut niveau lorsque les personnes ne présentent pas de déficience intellectuelle. C'est pour ça qu'on utilise cette expression-là. Alors maintenant effectivement on comprend un peu mieux les termes, et si on en vient aux critères diagnostiques, de manière vraiment un peu schématique pour aussi être orienté, est-ce qu'on a des grandes familles de critères diagnostiques? On a effectivement des critères diagnostiques, on parle de dyade autistique. Le premier critère diagnostique est un déficit ou une difficulté dans le domaine de la communication et des interactions sociales. Donc les personnes avec autisme, encore une fois, toutes de manière différente, mais rencontrent des difficultés dans le domaine de la communication, que ce soit pour comprendre ce qui leur est dit ou pour s'exprimer verbalement. Certaines n'ont pas accès au langage verbal. Elles rencontrent aussi des difficultés dans le domaine des interactions sociales, donc les liens sociaux peuvent être difficiles à établir. Ce sont aussi des personnes qui peuvent éprouver des difficultés à comprendre l'humour, le second degré, les expressions idiomatiques, c'est les expressions imagées, comme tomber dans les pommes par exemple. Donc ça c'est un premier critère diagnostique. Et ensuite on observe ce qu'on appelle des intérêts restreints. Donc ce sont des intérêts particuliers chez ces personnes-là qui sont très marqués et qui peuvent être parfois un petit peu envahissants au quotidien et impacter le quotidien notamment des familles, avec une nécessité d'adaptation des familles en fonction des intérêts des enfants et des adolescents, comme un intérêt très marqué pour les transports en commun. Ce n'est pas forcément ça, hein. C'est un exemple parmi tant d'autres qui fait que les familles doivent, entre guillemets, se rendre dans certains endroits pour observer les RER passer par exemple, etc. Je grossis un petit peu le trait, mais il arrive que ce soit le cas.
Et donc là, on a parlé de la dyade autistique, et les personnes avec autisme présentent aussi généralement des particularités sensorielles avec des hypo ou des hypersensibilités au niveau tactile, visuel, auditif, etc. Ça peut toucher tous les sens. Quand les familles ont une suspicion, alors déjà, effectivement, est-ce que c'est les familles? Est-ce que c'est des personnes tierces qui peuvent alerter? Quel est le parcours type? Est-ce que le chemin est balisé? Est-ce que les familles savent vers qui aller? Quand le faire? Comment? Est-ce que, voilà, quel est ce parcours un petit peu? Et est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu ou nous donner des conseils sur ce parcours pour les familles? Les parcours des familles sont très variés. J'observe souvent une errance diagnostique, c'est-à-dire que les parents ont tendance à s'alerter généralement assez tôt au cours du développement de leur enfant, notamment quand ils observent un retard dans l'apparition et l'acquisition du langage. Parfois les pédiatres orientent assez rapidement vers des centres diagnostiques, parfois ce n'est pas le cas. Il y a certaines familles aussi pour lesquelles il est difficile d'entendre que leur enfant présente des difficultés ou des retards. Donc les familles ont besoin de plus de temps avant de s'orienter vers des diagnostics. Lorsque le pédiatre n'oriente pas, c'est généralement les lieux de socialisation ou de scolarisation des enfants qui alertent les familles. Donc par exemple les crèches, les écoles lors de l'entrée à la maternelle ou à l'école primaire. Parce que l'enfant est moins dans l'interaction avec les autres, ou il présente ce qu'on appelle des troubles du comportement, donc avec des difficultés à s'adapter au milieu dans lequel il se trouve. Et ensuite, les parents peuvent s'orienter soit vers des centres diagnostiques, dans lesquels malheureusement les délais d'attente sont assez longs, ou alors vers des professionnels en libéral pour établir ces bilans prédiagnostiques qui doivent ensuite être validés ou invalidés par des médecins spécialistes comme des pédopsychiatres ou des neuropédiatres. Après l'étape du doute, voilà, de la suspicion, comme on dit, il y a une étape en fait obligatoire de bilan. Donc en fait, tous les enfants doivent passer des bilans, et c'est des bilans qu'on peut passer en public comme en privé. Oui. D'accord. Et ensuite, ces bilans doivent être validés par des médecins, pour dire qu'il y a ou pas une forme d'autisme. Exactement. D'accord. On en vient maintenant, une fois qu'effectivement que l'enfant a été diagnostiqué, après il doit effectivement s'insérer dans la société, il doit aller à l'école, il doit aller faire des loisirs, il doit enfin être inséré dans la cité et qui doit s'adapter aussi à tous. Et est-ce qu'effectivement, là, quel type d'accompagnement les enfants et les parents ont besoin? De quel type de support ou voilà. Les besoins des enfants et des familles dépendent évidemment de chaque situation. Différents types d'accompagnements sont possibles. Il y a des accompagnements au niveau scolaire qui sont envisageables, comme l'accompagnement par un accompagnant d'élèves en situation de handicap. C'est une personne qui est dans la classe et qui accompagne l'enfant au quotidien pour l'aider à clarifier les consignes, mieux s'insérer dans la classe, faire son travail, etc. Il existe aussi des classes spécialisées qui sont par exemple des ULIS, donc des unités localisées pour l'inclusion scolaire. Donc les enfants peuvent intégrer ces dispositifs. Il arrive aussi que certains enfants doivent être orientés vers des milieux encore davantage spécialisés et des structures qui sortent du domaine de l'éducation nationale parce qu'ils ne peuvent pas suivre un cursus normal de scolarisation ordinaire. Pour toutes ces décisions-là, il faut passer par la MDPH, qui est la Maison départementale des personnes handicapées. Il faut rédiger un dossier, l'envoyer auprès de cette structure, de cette entité, pardon, et demander en fait une ouverture de droit pour obtenir ces aides. Ensuite, au niveau davantage personnel, il est possible que les enfants ou adolescents suivent, par exemple, bénéficient de loisirs comme les autres. Parfois, cela peut se faire assez naturellement, sans aide. Parfois, il faut l'accompagnement d'une tierce personne pour les aider dans leurs loisirs, par exemple les accompagner, toujours dans le même objectif d'insertion. Et certains enfants bénéficient aussi d'accompagnement dans des structures comme des suivis éducatifs, des suivis en psychomotricité, en orthophonie ou psychologique. Et les parents aussi parfois ont besoin d'accompagnement à la parentalité pour les aider dans leur quotidien. D'accord. Et alors, je crois que tout à l'heure, justement avant qu'on commence cet échange, vous me disiez qu'il y avait aussi des initiatives qui étaient faites par exemple dans certains centres commerciaux
pour adapter un petit peu le contexte en fait de ces centres à des personnes qui souffrent de handicap, dont des personnes qui sont autistes. Oui, on observe de plus en plus fréquemment maintenant ce qu'on appelle des heures silencieuses, avec en effet des supermarchés, des magasins qui proposent d'abaisser le niveau sonore et le niveau lumineux par exemple dans les boutiques. C'est encore peu généralisé et peu fréquent, mais ce sont des bonnes initiatives. C'est à encourager. Oui. D'accord. Une autre petite question qui rebondit sur l'actualité du jour, puisque nous sommes aujourd'hui sur la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Le terme sensibilisation nous a alertés, dit voilà, est-ce qu'on a besoin et de quel type de sensibilisation? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour accompagner cette sensibilisation? Je pense effectivement que la sensibilisation est plus que nécessaire. L'autisme touche aujourd'hui, on l'estime, 1 personne sur 100 à travers le monde. Donc c'est un handicap assez fréquent. Des sensibilisations dès le plus jeune âge sont intéressantes, avec des interventions dans les écoles par exemple pour parler du handicap de manière générale, sensibiliser les enfants et leur expliquer ce qu'est le handicap et notamment l'autisme, mais pas uniquement. Ensuite, dans le milieu scolaire, je pense qu'il serait pertinent de sensibiliser davantage le personnel de l'éducation nationale qui rencontre de nombreux enfants avec handicap, dont autisme encore une fois, dans leur classe. Pour le grand public, il y a des choses qui sont faites depuis quelques années, avec notamment les plans autisme au niveau du gouvernement. Les initiatives comme celle d'aujourd'hui sont également intéressantes pour sensibiliser le grand public à l'autisme. Ensuite, il est tout à fait possible pour les personnes de se renseigner, de prendre des informations via des livres, via Internet, pour davantage connaître ce handicap qu'est l'autisme et pouvoir aussi être bienveillant vis-à-vis des personnes qui présentent ces particularités et leurs familles pour qui le quotidien est parfois difficile. Nous allons finir cet échange sur peut-être des recommandations, des conseils que vous pourriez apporter aux familles voilà, qui nous écoutent et qui sont en demande peut-être de petites choses en fait, pour les aider, pour les soutenir dans leur quotidien. Ce que je peux conseiller aux familles dans un premier temps, c'est de se faire confiance. Je rencontre beaucoup de parents qui s'alertent assez tôt, encore une fois, par rapport aux difficultés de leur enfant, qui sentent que quelque chose ne va pas et qui s'alertent, mais qui ne sont parfois pas écoutés. Donc je les encourage à se tourner vers des professionnels qui sont spécialisés dans l'autisme. Il est possible de trouver ces informations assez facilement sur Internet aujourd'hui. Pour aller rencontrer ces personnes, exprimer leurs doutes et voir s'il est nécessaire ou non de s'engager dans une démarche pré-diagnostique. Les personnes spécialisées dans l'autisme connaissent des centres spécialisés, des professionnels qui peuvent devenir référents, ils savent vers qui se tourner. Il existe aussi le CRAIF, qui est le Centre Ressources Autisme Île-de-France, vers qui les personnes peuvent se tourner également pour répondre à leurs questions. D'accord. Les professionnels de santé, ressources, de proximité, c'est quelle discipline? Il y a des orthophonistes qui peuvent être spécialisés dans l'autisme, des psychomotriciens également, des psychologues, des ergothérapeutes, tout dépend des besoins des enfants, encore une fois. Les pédiatres aussi connaissent ce handicap, donc les familles peuvent vraiment s'appuyer sur ces professionnels. Les médecins généralistes également peuvent accompagner les familles, en tout cas dans un premier temps, et les orienter vers des professionnels appropriés. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et puis, très bonne journée à vous. Merci, avec plaisir, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bien, j'espère que cet échange vous a appris beaucoup de choses et vous a intéressé. Évidemment, la Grande Cause Vendéenne, c'est toute l'année. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les actions qui seront menées, je vous invite à vous connecter régulièrement au site internet de la ville où la programmation sera régulièrement mise à jour. Et bien sûr, à participer à l'ensemble des activités et des projets qui seront menés dans la ville. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous du 2 au 5 avril au niveau de la mairie qui sera
illuminé en bleu sur les recommandations de l'Association des maires de France pour rendre hommage à l'ensemble des personnes qui sont touchées par le trouble du spectre autistique et pour montrer que nous nous associons à eux. Je vous remercie.